Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport, dis-je, avec d'autres geeks de sport, mais aujourd'hui, je suis solo. Je suis solo pour la simple et bonne raison que je voulais faire un podcast sur la natation, un genre de natation 101, puis je considère que la natation, c'est la seule chose que j'ai quand même l'autorité de pouvoir parler. Je reviendrai sur pourquoi je dis ça tout à l'heure. Mais juste avant ça, le podcast est présenté par Upika. Upika, c'est la compagnie de suppléments de sport d'endurance par excellence. On a notre produit Endurance pour pendant vos entraînements. Donc, un mix de glucides, électrolytes et taurine pour vous fournir l'énergie nécessaire et une hydratation complète pour vos efforts. Et on a la formule Récup dans laquelle on a des acides aminés essentiels, de la glutamine, de la carnitine, tout pour maximiser la récupération musculaire et réduire l'inflammation et les courbatures, en plus d'avoir des électrolytes pour réhydrater. Et tout ça, c'est les produits qu'on a pour l'instant. Mais restez à l'affût parce que dans les prochains mois et demi, on a du gros stock qui s'en vient chez Upika. On a un nouveau produit qu'on va lancer, je crois, à travers le mois de mars. Encore une fois, tout est possible d'être modifié encore. Tout est flexible en termes d'horaire, considérant parfois des délais manufacturiers. Mais ça s'en vient, puis on est bien content, puis je le spoil pas encore, donc restez à l'affût pour ça et utilisez le code UPIKA Podcast pour 10% de rabais sur votre première commande. Je suis conscient que si vous êtes sur YouTube en ce moment, c'est pas le truc le plus visuellement bon parce que je suis sur mon cell sur une terrasse ici à Madrid. Moi, ce que je vois, c'est magnifique, mais vous, ce que vous voyez, c'est moi en gros plan avec un mur de briques. Peut-être même que c'est mieux si vous quittez YouTube pour aller juste écouter le podcast en audio en faisant quelque chose d'autre. Libre à vous de prendre ce choix-là. La plupart du temps, quand je filme comme ça, c'est pour les extraits sur les réseaux sociaux. Plus pour les extraits que pour le podcast qui, selon moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je consomme mes podcasts, en audio seulement, en faisant autre chose, que ce soit en entraînement ou quoi que ce soit. Donc, si jamais, un petit disclaimer comme ça. Et aussi, évidemment, je suis dehors en ce moment. Ça se peut qu'il y ait des bruits externes. Je m'en excuse, même pour les gens qui écoutent en audio. Je vais demander à Nicole, notre tech au Studio SF, de clairer le son le mieux qu'il peut, mais c'est pas gagné d'avance. Bon, pourquoi un podcast Natation 101? J'ai pris des petites notes, OK, parce que c'est le premier podcast que je fais comme ça, seul, puis je voulais essayer d'être un petit peu structuré dans ma tête. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais soyez indulgents, c'est la première fois que je fais ça. Donc, les raisons pourquoi je veux faire ce podcast-là, c'est que je vois beaucoup de gens, puis ça, c'est une super bonne nouvelle. Comme on parlait dans le podcast avec Danovic Pitre, que le sport d'endurance devient à la mode. Donc, quand que je vois sur les réseaux sociaux, par exemple, plein de monde partager leurs entraînements, partager leurs objectifs, par exemple, d'un demi-marathon, d'un demi-Ironman ou d'un marathon ou quoi que ce soit, je trouve ça super motivant. Puis je vois que les gens sont sérieux dans leur démarche, puis je vois que les gens prennent sérieusement leur entraînement. Puis souvent, je vois des triathlètes ou des nageurs qui veulent faire, ou des n'importe quel athlète qui veulent faire du cross-training, poster leurs entraînements de natation. Puis à chaque fois, je me dis, ça pourrait tellement être maximisé. Tu sais, c'est tellement à côté de la plaque, alors que les intentions sont tellement bonnes, dans le sens où on met tellement d'efforts. Juste aller à une piscine, OK, là, je vous le dis tout de suite. Je vais prendre l'exemple, je sais pas, Alanis, je crois qu'elle écoute mon podcast, je la salue d'ailleurs, mais tu sais, quand tu as 2 enfants puis tu prends la peine d'aller à la piscine, c'est un effort, là. C'est du temps, là. Aller à la piscine, c'est pas comme juste sortir, courir 30 minutes chez vous. Courir 30 minutes de chez vous, c'est 30 minutes. C'est pas
Ça prend pas plus que ça. Aller à la piscine, même si tu veux nager 30 minutes, ça va te prendre 1h45 de temps. Y aller, mettre ton maillot, nager, prendre ta douche, sortir, te sécher, blablabla. Puis les horaires des gens, puis j'ai pris Alanis comme exemple, pas pour la mettre de l'avant nécessairement, mais juste parce que, crème, quand tu as 2 enfants, une vie, un travail, une business, puis que tu prends l'effort quand même d'aller à la piscine, ben il faut que ce soit maximiser ton temps que tu passes là-bas. Fait que pour cette raison-là, principalement, pour les entraînements que je vois passer, pour les discussions que je vois autour de la natation, je me suis dit, ça vaudrait la peine que je fasse un genre de natation 101 où est-ce que, premièrement, en première partie du podcast, je vais élaborer sur les erreurs que je vois souvent en termes de natation, en termes d'entraînement de natation, les erreurs que je vois, les choses à éviter, puis après ça, je vais répondre à des questions que j'ai reçues lorsque j'ai posé aux abonnés du Pika Podcast sur Instagram qu'est-ce qu'ils voulaient savoir au niveau de la natation. Un petit disclaimer, ce sera pas, je vous donnerai pas des entraînements de natation. Si c'est ça que vous voulez, c'est pas ça que je vais faire parce que tout le monde est à son niveau différent des entraînements. Comme vous allez voir, je vais exposer tout à l'heure pourquoi est-ce que on doit focusser sur telle ou telle affaire selon le niveau auquel on est. Donc, si vous voulez des entraînements, c'est pas ça que je vais donner. Par contre, un autre petit disclaimer, si je voulais mettre une barre, là, un genre de chiffre pour les gens qui écoutent, pour savoir si ce que je vais dire vous concerne ou pas. Parce que ça, c'est super important. Si, tu sais, en ce moment, je suis en train de parler, n'importe qui a fait de la natation avec moi, par exemple, à l'université, vous n'avez pas besoin de ce que je vais dire là. Okay? Là, je m'adresse beaucoup plus aux gens qui n'ont pas fait de natation de compétition et qui arrivent dans ce milieu-là ou qui sont depuis quelques années, qui sont dans le triathlon, par exemple, depuis quelques années ou qui se sont fait dire voici un beau sport pour faire du cross-training, mais qu'ils n'ont jamais avancé vraiment plus que ça. Donc, je me suis dit, si vous êtes capable de faire, puis là, c'est un set vraiment arbitraire que j'ai écrit là, mais si vous êtes capable de faire un 10 x 100 mètres sur 1 minute 30, donc le départ à chaque minute 30, oubliez ce que je dis là. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je dis là, ça ne vous concerne pas. Okay? Ça veut dire que vous faites déjà probablement pas les erreurs que je vais parler tout à l'heure. Puis, vous n'avez pas besoin de ce que je m'apprête à dire là. Par contre, si l'idée pour vous de faire un 10 x 100 mètres sur 1 minute 30, c'est comme soit impossible ou soit l'effort de votre vie, ben ce podcast-là est pour vous. Juste avant de commencer dans les erreurs que je vois, je ressens le besoin de, premièrement, prendre une gorgée de Upika Récup limonade rose parce que je viens de terminer mon entraînement aujourd'hui. Mais je ressens aussi le besoin d'expliquer pourquoi est-ce que je pense que j'ai l'autorité de pouvoir parler de natation. Parce que j'ai le feeling, puis là, je ne vais pas parler bâcher qui que ce soit, ou je vais pas... je dis pas ça non plus pour me vanter de mon passé ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'il y en a qui me connaissent pour les réseaux sociaux, la course à pied, les podcasts. Mais avant tout ça, j'étais un nageur. Puis quand même un nageur de haut niveau. Puis non seulement j'ai fait de la natation pendant au-dessus de 20 ans, jusqu'à me rendre au championnat canadien, jusqu'à faire des top 8 au championnat canadien, mais j'ai coaché pendant au-dessus de 12 ans. Puis j'ai coaché des jeunes qui apprenaient à nager jusqu'à des athlètes qui étaient champions nationaux, qui étaient sur des équipes nationales. Donc, j'ai fait tout ce spectre-là pendant 12 ans et j'ai développé beaucoup de bonnes techniques de coaching spécifiques à la natation. Puis ce que je vois souvent, principalement pour les triathlètes, c'est que les coachs de triathlon, ils sont pas issus, la plupart du temps, du monde de la natation. Puis comme je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est deux choses complètement différentes. C'est deux univers complètement différents. Donc,
ceci étant dit, c'est pour ça que je crois que je suis bien placé pour parler de natation. Puis tout ce que je vais te dire là, aujourd'hui, évidemment, j'ai pas fait des études en coaching ou en kin ou en quoi que ce soit, mais je suis quand même prêt à débattre de tout ce que je vais dire là avec n'importe qui, avec beaucoup de confiance. Bref, sans plus attendre, commençons avec les 3 erreurs les plus fréquentes, selon moi, que je vois passer quand les gens partagent leur entraînement de natation, quand je vois des programmes d'entraînement, quand je vois des gens nager dans les bains libres à côté de moi, quand je vois des triathlètes nager dans les bains libres à côté de moi, quand je vois des gens qui ont l'air en forme, mais clairement pas en forme de natation, nager dans les piscines près de chez nous. Première erreur que je vois, c'est des gens qui ne nagent que du crawl en continu. Je vais tout élaborer sur ça après, mais là, je vais vous nommer les 3 erreurs que je vois le plus fréquent. Donc, erreur numéro 1, nager que du crawl et que du continu. Erreur numéro 2, mettre de l'effort avant d'avoir une technique béton. Donc, faire des sets durs, dépenser de l'énergie dans la piscine avant d'avoir une technique qui vous permet de le faire. Et la 3e chose que je vois souvent, puis ça, c'est probablement l'erreur la plus fréquente, c'est de faire des choses sans savoir pourquoi. Donc ça, c'est les 3 choses que je vois, les 3 erreurs les plus fréquentes à éviter. Et là, je vais plonger dans chacune d'elles. Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas nager que du crawl en continu? Parce que je peux voir l'attrait de vouloir faire que du crawl en continu. Par exemple, on s'inscrit à un demi-Ironman, puis on se dit, bon, c'est quoi la chose? Puis ça, c'est tout à fait fréquent, là. Des gens qui s'inscrivent à des Ironman, demi-Ironman, puis qui partent de rien en natation, qui n'ont jamais fait de natation avant, et que la natation, pour eux, dans leur tête, c'est le plus gros défi. Puis là, on se dit, bon, ben, si le plus gros défi, mettons, de mon demi-Ironman, c'est un 1,9 km de natation, ben, il faut que je sois capable de faire 1,9 km de natation. Fait qu'à chaque fois qu'ils vont à la piscine, ils font 1,9 km de natation. Ils font 2 km de natation. Ils font tout le temps la distance qu'il faut qu'ils fassent en compétition. Imaginez, puis on reviendra sur comment améliorer la vitesse plus tard, là, mais imaginez avoir ce thinking-là pour les autres disciplines. De dire, ah ben là, 180 kg de vélo pour l'Ironman, c'est ce qui me fait le plus peur. Fait qu'à chaque fois que je monte sur mon bike, je m'en vais faire 180 kg de vélo tempo. 21 kg de course à pied, un demi-marathon, c'est ça qui me rend le plus anxieux dans mon demi-Ironman. Fait que chaque fois que je vais courir, je vais faire 21,1 kg tempo, sans arrêt. Il n'y a personne qui s'entraîne de même. Puis il y a une raison pourquoi il n'y a personne qui s'entraîne de même, c'est parce qu'on est confiant au vélo et à la course, qu'on est capable de finir les distances. Des fois, il faut faire une longue sortie. Puis là, pendant la longue sortie, peut-être que tu vas frapper tes objectifs de distance. Une fois dans ton mois, une fois dans ta semaine. Si tu t'entraînes pour un Ironman, tu vas peut-être faire une fois un 42,2 kg de course à pied. Tandis qu'en natation, on a l'impression qu'il faut le faire à toutes les fois. Puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis en faisant ça, non seulement tu maximises pas ton training, on va en parler tout de suite, mais c'est plate en tabarnak. Donc, l'importance également on va parler de l'amélioration possible un petit peu plus tard. Mais l'importance aussi de nager autre chose que juste du crawl. Quand je vois les gens qui décident de faire un triathlon, par exemple, pour qui l'objectif, c'est de simplement finir le triathlon, ben, ils sont pas intéressés à devenir des nageurs. Sont intéressés à être capables de finir la distance de natation.
Mais si tu veux t'améliorer en natation, il faut que tu deviennes un nageur. Il faut que tu sois capable de faire des entraînements de natation. Donc, il faut qu'au début, tu ne t'entraînes pas pour faire la distance dans ton Ironman. Il faut que tu t'entraînes à être capable de t'entraîner. Donc, vite de même. La natation, ça a 4 styles de nage. Papillon, dos, brasse et crawl. Il faut que tu sois capable de nager ces 4 styles-là. Ça, c'est la première chose. Si tu n'es pas capable de nager ces 4 styles-là, peut-être que tu es capable de nager du crawl, mais tu ne seras pas capable de faire un entraînement de natation. Ça va te demander trop d'énergie, ça va te demander trop d'efforts. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ces autres styles-là? Parce que tu peux te dire, ah, mais moi, finalement, dans ma course, je fais juste 1,9 km de natation. À quoi ça me sert de développer les autres styles? Tout ça est relié, intrinsèquement relié. Faire du papillon, par exemple. Faire du papillon, c'est la nage la plus exigeante. Mais faire du papillon, ça permet d'améliorer le core. Ça permet de développer une musculature au niveau des épaules. Ça permet de développer une musculature au niveau des pectoraux, des triceps, des lats. Ça permet de développer une conscience spatiale dans la piscine. Et tout ça, c'est des attributs qui sont extrêmement positifs pour le crawl. Et quand vous allez faire du papillon, parce que vous êtes moins habitué avec le crawl, bien, vous allez les développer beaucoup plus vite. Du papillon, c'est tellement musculaire. N'importe qui a déjà fait un 200 mètres fly, c'est comme ça qu'on appelle le papillon. N'importe qui a fait un 200 mètres fly, il sait à quel point c'est la course, c'est la distance, le style, le plus musculaire. Donc, de développer ça, d'être capable de faire des 25 mètres papillons, des 25 mètres papillons forts, ça va tellement se transférer plus vite que de faire l'équivalent au crawl. Ensuite, pourquoi la brasse? La brasse, quand tu vas catcher en avant, là, j'explique un petit peu de visuel pour ceux qui sont sur YouTube, là. Mais quand tu vas catcher à la brasse en avant, tu fais un mini mouvement qui s'apparente à de la godille, qui vient chercher ton appui rapidement en avant. Et cet appui-là, cette recherche d'appui-là, ben, tu vas être capable d'aller après ça la reproduire au crawl et d'aller chercher ce feeling-là, le fameux feeling, on en reparlera plus tard, d'aller chercher ce feeling-là, c'est capital dans du crawl. Ensuite, le dos. Pourquoi le dos? Quand tu nages au dos, tu vas travailler tes abdos principalement, ton core, mais après ça, tu vas travailler aussi tes triceps dans la fin de la traction. Tu vas aller étirer les pectoraux, tu vas aller étirer tes épaules. Puis tout ça, c'est des gains capitaux, des gains capitaux, je pense, ouais. Les 7 péchés capitaux, c'est ça, c'est au pluriel. Les gains capitaux pour le crawl. Donc, d'être capable d'être un nageur, ça vous permet après ça de faire de la natation, des entraînements de natation. Puis tout ça est complémentaire. Et pourquoi nager pas juste en continu? Bien, la raison est la même, par exemple, que pourquoi est-ce que c'est important de faire des intervalles à la course à pied. Parce que si tu cours tout le temps, je vais donner des paces... je vais prendre mes paces à moi, là, parce que ça va être plus simple. Je ne vais pas essayer d'inventer quelque chose. Là. Mais si moi, je cours tout le temps à 5 minutes du kilo, bien, je travaille mon endurance, je travaille ma patate, je travaille mon aérobie, ma base aérobique. Évidemment, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les podcasts, l'importance de développer la base aérobique. Mais je suis tout le temps sur ma biomécanique à 5 du kilo. Mes muscles, ils se déploient jamais à une vitesse plus rapide. Mes pulsations, mon VO2 max, se déploient jamais à son plein potentiel. Et je travaille pas à aller plus vite. Éventuellement, je vais aller plus vite parce que oui, tu développes de la musculature spécifique, parce que oui, tu deviens de plus en plus fit, puis que ton marathon va peut-être s'améliorer si tu fais juste courir tout le temps à 5 minutes. Mais si tu veux vraiment t'améliorer, il faut que tu droppes ton pace pour aller chercher ta biomécanique. Comme là, aujourd'hui, je faisais 5 fois 2 kilos à 3,45. Bien, ma biomécanique, puis comment je cours à l'œil, même à l'œil, c'est vraiment pas la même chose quand tu me vois à 5 du kilo, quand tu me vois à 3,45 du kilo. C'est deux coureurs complètement différents. Mais 3,45 du kilo, c'est bien plus proche
de mon pace de marathon que 5. Donc, c'est important d'aller chercher ça. Des fois, voire fréquemment. En natation, c'est la même chose. Quand je vois des gens qui font « OK, voici mon training aujourd'hui, je m'entraîne pour un Ironman, mon training, 4000 mètres. 4000 mètres, that's it. » Mais ta biomécanique sur 4000 mètres, oui, tu vas t'améliorer éventuellement si tu fais 4000 mètres 3 fois par semaine pendant 1 an. C'est sûr que tu vas t'améliorer parce que tu vas développer de la musculature spécifique, tu vas développer des meilleures épaules, tu vas développer une meilleure capacité à respirer, tu vas développer tes capacités aérobiques. C'est sûr que tu vas devenir un meilleur athlète. Mais t'es bien mieux d'aller travailler des paces plus rapides, développer une biomécanique plus rapide, appuyer davantage sur tes bras, aller chercher une meilleure technique à haute vitesse. Comme ça, tu vas être capable, après ça, de l'étirer puis de la reproduire sur plus longtemps. Si tu vises, par exemple, de faire un pace de... Ben, je vais prendre encore mes paces. Je vais pas essayer... c'est ça, je vais prendre mes paces pour le reste du podcast puis je vais arrêter d'essayer de me justifier de les prendre. Moi, je voudrais faire un demi-Ironman puis j'aimerais ça tenir autour entre 1,12 et 1,15 de pace sur mon 1,9 km de natation, entre 1,12 et 1,15. Ben, si je fais jamais 1,12 et 1,15, si je fais tout le temps juste 1,30, je m'habitue jamais à nager à 1,12 et 1,15. Et si je fais des fois 1,5, ben là, le 1,12 et 1,15, il file pas mal plus lent. Au même titre que quand j'ai fait une préparation pour un 5 km de course à pied, où est-ce que là, mon pace était à 3,20, mais là, c'est sûr que mon pace de marathon à 3,50, il file vraiment plus lent, plus relax, plus en contrôle. Donc, c'est important d'aller jouer avec les différentes vitesses pour être capable d'améliorer la biomécanique à différentes vitesses. Ceci étant dit, on tombe sur la deuxième erreur, de mettre l'effort de l'avant avant de mettre l'emphase sur la technique. Ça, je vais essayer de faire une comparaison peut-être avec d'autres sports, là, parce que la plupart du monde qui se lance dans cette aventure-là, par exemple du triathlon ou du cross-training, n'ont jamais vraiment nagé. Fait que des fois, je vois, mettons, un entraînement, quelqu'un partage son entraînement, là, que son coach il a écrit sur un papier, puis là, c'est marqué 400 fast. 400 fast. Premièrement, c'est quoi fast? Définition fast, là, on y reviendra un petit peu plus tard dans les raisons de qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est comme si je disais à quelqu'un qui a jamais marché, mettons quelqu'un qui miraculeusement retrouve l'usage de ses jambes, là, puis je disais « cours ». Puis là, la personne fait « cours », qu'est-ce que tu veux dire « cours » ? Ben, cours, là, tu vois, lui là, il court, là, ben, cours aussi. OK. Là, tu pars à courir avec aucune base, puis t'espères qu'à force de courir, tu t'améliores. C'est pas de cette façon-là que ça fonctionne. Tu peux pas atteindre, ça c'est, là, je pars sur un autre point, je saute un peu du coq à l'âne, puis je m'en excuse, là. Parce que je me suis fait un plan qui est pas très clair. Mais c'est ça. Pourquoi mettre l'effort sur la technique mettre l'emphase sur la technique et non sur l'effort? Je reviens à ce que je disais. Tu peux pas atteindre de la fitness en natation si tu n'es pas capable de travailler en zone 1. Ça, c'est la clé numéro 1. La zone 1, on est capable de travailler dans zone 1 au vélo, on est capable de travailler en zone 1 à course. Là, moi, je travaille sur un plan à 3 zones. Là. Je trouve que c'est moins compliqué. Fait que la zone 1, c'est tout ce qui est en bas du seuil aérobique. Zone 2, c'est entre le seuil aérobique et le seuil anaérobique. Puis zone 3, c'est pas mal ce qui est dans le VO2 max, là, dépasser le seuil anaérobique. Si on parle d'un système à 5 zones, si votre coach travaille avec un système à 5 zones, c'est la zone 2. Donc, la zone où est-ce qu'on développe notre endurance aérobique. Si vous n'êtes pas capable de travailler en zone 1 ou zone 2, dans cette zone-là, vous n'allez jamais être capable de vous améliorer en natation. Ou vous allez vous améliorer, mais vraiment de façon marginale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut que la natation, avant de mettre de l'intensité, il faut que vous soyez capable de nager à basse intensité sans que ça soit difficile.
faudrait que vous soyez capable, puis là, c'est l'exemple que tout le monde, qu'il y a beaucoup de monde qui m'écrit, tout le monde, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui m'écrivait dans les questions sur le podcast. C'est quand est-ce que nager, ça devient comme marcher? Ben, je peux pas nécessairement vous dire c'est quand que ça devient comme marcher, mais il faut que ça devienne comme marcher avant que vous puissiez courir. Je reviens à mon 400 fast qui est marqué tantôt. Moi, tu me dis, fais un 400 fast. C'est la chose la plus dure. N'importe qui est un nageur qui se fait dire, OK, 400 fast, tu te mets à bloc pendant 400. C'est débile, un 400 fast. Puis là, je vois des gens qui ont un pace de 1,50 à natation, qui s'y montrent leur entraînement sur Instagram, c'est marqué 400 fast. De quoi tu parles? 400 fast. Quand ton warm-up il est déjà en zone 2 ou ton warm-up est déjà en zone 4 sur un système à 5 zones, qu'est-ce que tu veux dire 400 fast, man? Je suis à bloc déjà, j'ai de la misère à respirer dans l'eau, je suis pas capable de placer ma tête, je panique quand je respire. Ça sert à rien de faire 400 fast, là. Ton 400 fast, il va t'exploser, man. Il va te sauter bien raide. Il va te coûter cher pour l'entraînement du lendemain, pour l'entraînement qui suit. C'est un deuxième entraînement cette journée-là. Il va te coûter tellement cher, ton 400 fast, alors que tu n'es même pas capable de nager en zone 1. Donc, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de développer la technique puis de s'améliorer techniquement avant de mettre quelconque intensité dans la piscine? Bien, c'est que le coût-bénéfice de l'effort est bien trop grand. Je vous donne un exemple. Si tu fais... je ne sais pas que je vous donne un exemple, mais on part là-dessus. Là. Admettons que ton entraînement, tu t'entraînes sur des efforts, puis ton coach il fait juste te mettre des efforts sur ton papier. Peut-être que tu vas être capable de passer de 1,50 à 1,45. Peut-être que tu vas être capable de faire ça, de passer sur une longue période de temps, passer de ton threshold, mettons, à 1,50 à 1,45. Ça se peut que ça arrive. Là. Ça va sûrement arriver pour toutes les raisons que j'expliquais tantôt. C'est parce que tu développes de la musculature spécifique, parce que tu deviens un meilleur athlète, tu deviens fit. Mais si tu prends tout cet effort-là, parce que si tu travailles juste en effort, à chaque fois que tu vas sortir de la piscine, tu vas être gonné. Là. Il y avait des questions, on y reviendra tantôt, mais il y a plein de monde qui me posait la question « Hey, c'est-tu normal qu'en natation, on ne voit jamais d'entraînement easy, de easy swim? » La réponse à cette question-là, spoiler alert, c'est non, c'est pas normal. Si votre coach, chaque fois que vous allez en piscine, c'est pour vous défoncer, changez de coach. Honnêtement, changez de coach. C'est le même principe que dans tous les sports. C'est comme si tu fais, à chaque fois que tu pars sur ta course, man, c'est ta bloc. Genre, OK, on commence le warm-up. Dans le warm-up, je veux que tes battements de fréquence cardiaque ça soit à 165. De quoi tu me parles, man? On est dans le warm-up. Si c'est ce feeling-là que vous allez dans la piscine, ben mettez pas vos efforts dans monter l'effort. Ça servira à rien. À rien pantoute. Comme je disais, si vous passez de 1,50 à 1,45, ça va être bon. Mais si vous mettez tous ces efforts-là en technique, à être capable de nager en zone 1 facilement, vous allez passer de 1,50 à 1,35 sans même mettre d'effort dans la piscine. Vous pourrez mettre votre effort au vélo, en natation. Vous pourrez mettre votre effort dans l'autre sport que vous pratiquez si vous voulez faire du cross-training. Mais de mettre son effort dans un sport qu'on n'est même pas encore capable de contrôler la technique puis d'être en zone 1, c'est une perte d'effort complète. Puis si, encore une fois, si votre coach priorise les efforts dans un entraînement de natation alors que vous êtes justement dans ce range-là, là, de 1,50 à 1,40, mettons, là, et en montant même, ben vous perdez votre énergie. Vous ne mettrez pas votre énergie à la bonne place. Ça, c'est garanti. Ensuite, on m'a parlé beaucoup des éducatifs. Beaucoup de questions sur les éducatifs parce que là, je parle de mettre l'emphase sur la technique. Là, tu sais, comment KPH, cool, mais c'est quoi ça veut dire, tu sais? Comment est-ce que je développe ma technique? La première chose, évidemment, ça passe par des éducatifs. Mais là, il y a un énorme bémol sur les éducatifs. Puis, ça m'amène au troisième point, le troisième erreur que je vois le plus souvent, puis c'est
l'importance de connaître les raisons du pourquoi tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Les éducatifs, c'est le meilleur exemple de ça. Je vois tellement souvent des gens qui font des éducatifs ridicules. En natation, ridicules, tu sais. Puis même en les voyant, je comprends même pas pourquoi ils sont en train de faire ça. Parce que chaque éducatif a une visée corrective d'un geste que tu fais dans la piscine. Je vais vous donner un exemple assez précis, mais qui va bien illustrer le pourquoi je dis ça. Moi, quand je faisais de la natation, le dos, c'était ma spécialité. Puis l'éducatif sur lequel je travaillais le plus souvent, ça s'appelait du 3-3-3. Fait que c'est 3 coups de bras avec le bras gauche, le bras droit reste en bas. 3 coups de bras avec le bras droit, le bras gauche reste en bas. Et 3 coups de bras, 1, 2, 3 pour repartir le cycle au complet de l'autre côté. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Là, je vais essayer de m'exprimer le mieux possible pour les gens qui écoutent en audio. C'est que quand tu es au dos crawlé, quand tu fais du dos, ce que tu veux, c'est avoir une rotation des épaules qui permet que le coude reste dans l'axe de l'épaule. Parce que si tu as besoin de reculer ton coude, dépasser l'épaule, tu es beaucoup moins fort avec ton bras que si le coude est parallèle à l'épaule. Ça fait peut-être pas de sens pour ceux qui m'écoutent, mais restez avec moi, vous allez suivre quand même. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu as une rotation des épaules qui te permette d'avoir le coude qui reste droit avec l'épaule pour être le plus fort possible dans ton catch ici. Et ce que ça fait, le 3-3-3, c'est que quand tu fais ta traction, mettons, avec le bras gauche, ben le moment où est-ce que ton bras droit est dans l'eau, la rotation, tu te concentres sur la rotation des épaules pour avoir la meilleure rotation possible. Et ça, tu fais ça des deux côtés. Puis après ça, tu fais 3 tractions complètes, 1, 2, 3, pour aller transférer la rotation des épaules que tu viens de faire dans un style complet. Très, très précis comme éducatif, comme raisonnement derrière les éducatifs. Combien je vois de gens qui font du un bras au dos, qui n'ont pas le problème que j'avais, c'est-à-dire qui ont une très bonne rotation. Puis là, ils font du un bras au dos, puis tu te dis, OK, à quoi ça sert qu'ils fassent du un bras au dos? Non seulement ça ne sert pas à améliorer une problématique qu'ils ont, mais ça peut en créer une autre, parce que quand tu n'as pas les 2 bras dans ta rotation, ben pendant un certain moment où est-ce que tu as ton bras qui est le long du corps, qui est dans l'eau, ben ton corps cale, fait que ça peut même aller déplacer ton centre de gravité, puis ça te fait caler au fond de l'eau, ça descend les hanches, puis là, tu viens travailler, dans le fond, à avoir les hanches trop basses. Fait que l'éducatif, il est contre-productif. Non seulement il ne te sert pas à améliorer quelque chose que tu dois travailler, mais il change la position de ton corps, puis il t'habitue, il te conditionne à avoir le corps trop bas. Donc, pourquoi est-ce que je fais cet éducatif-là? Parce que les éducatifs, c'est extrêmement important, mais souvent, je vois des entraîneurs de triathlon principalement qui disent « OK, là, faites cet éducatif-là. » Puis là, le monde arrive dans la piscine. Ils disent « OK, mais je fais l'éducatif parce que je sais de quoi l'éducatif peut avoir l'air, mais je suis même pas sûr de sur quoi je travaille. » Par exemple, la godille. Godille, c'en est un que je vois souvent aussi. La godille. Fait que c'est de mettre les 2 bras en avant puis de faire la godille. À quoi ça sert? Là, je vous pose la question avant d'y répondre. Là. Si vous n'avez pas la réponse à ce que je m'en vais dire là, mais que vous faites de la godille dans votre entraînement, il y a quelque chose qui cloche. Parce que vous ne devez pas travailler la bonne chose. La godille, ça sert à aller sentir la sensation de catch, le fameux appui en avant. Donc, on se concentre sur ça pour qu'après ça, quand on vienne chercher l'eau, quand notre main rentre, ben on a le catch qui est déjà prêt, qui est déjà, on l'a déjà trouvé. On sait que le catch est là et ça nous permet de catcher l'eau en avant, d'attraper l'eau en avant, puis d'amener notre traction au complet. Moi, par exemple, la godille, c'était dans mes échauffements en compétition. Je faisais tout le temps de la godille juste pour aller
catcher en avant, trouver les sensations. Mais si tu fais de la godille juste parce que c'est marqué godille sur ton truc puis que tu sais pas pourquoi tu es en train de le faire, tu passes à côté de l'objectif. Donc, les éducatifs. Là, moi, je vais pas vous donner d'éducatifs miracles parce que c'est trop propre à chacun. L'idée globale que je sors derrière de tout ça, là, c'est de trouver quelqu'un de qualifié qui va regarder votre style, qui va vous donner des recommandations et qui va surtout vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est la clé. Si la personne vous donne des trucs à faire sans vous expliquer pourquoi, cancellez ça tout de suite. La personne, ça veut dire que soit la personne ne sait pas de quoi elle parle, soit elle se calisse bien de vous autres, ou soit, c'est ça, elle n'a juste pas l'expérience pour être capable d'expliquer pourquoi ces choses-là doivent être faites comme elles doivent être faites. Ensuite, la vitesse. Pourquoi connaître la raison de la vitesse? J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi est-ce que c'est important de prioriser la technique avant la vitesse, mais éventuellement, il faut faire de la vitesse, comme je parlais lors du point 1, pour aller développer la biomécanique de telle ou telle affaire. Je reviens à mon 400 fast. On arrive dans un 400 fast en plein milieu de l'entraînement. Pourquoi? Qu'est-ce que je viens chercher en faisant ça? S'il y a une réponse, parce qu'il y a une réponse, faire un 400, là, ça veut dire que tu peux être capable de dire, OK, ton 400, il va te permettre d'aller travailler une vitesse qui est 10 secondes plus vite que ton pace de Ironman, fait que ça va te permettre de descendre ton threshold, puis une excellente raison de faire un 400 fast, là. Mais s'il y a un 400 fast dans un entraînement qui est supposé être recovery, s'il y a un 400 fast qui est là, mais qui n'a pas d'objectif précis de temps, qu'il n'y a pas d'objectif précis d'effort perçu, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? 400 fast. C'est quoi ça? Donc, important aussi de savoir qu'est-ce qui est sur le papier et ça sert à quoi? Pas juste de suivre aveuglément, parce qu'une fois que tu comprends ça sert à quoi, c'est tellement plus facile de le mettre en action, de prendre action sur ce que tu es en train de faire. OK, là, mon 400 fast, là, il me sert à aller chercher mon pace qui est en dessous de... à 10 secondes plus vite que mon pace demi-Ironman. Parfait. Là, je sais c'est quoi. Là, quand tu vas le faire, tu vas regarder sur l'horloge, tu vas avoir ton temps, tu vas savoir si oui ou non tu es sur le spot, tu vas savoir si, hey, là, je suis trop vite, là, je suis pas assez vite. Là, tu vas être plus capable de comprendre les enjeux et de travailler sur le target qui t'a été donné. S'il n'y a pas de raisonnement derrière les intensités, s'il n'y a pas de raisonnement derrière comment les entraînements sont construits, c'est pas une bonne affaire. Ensuite, les équipements. Les fameuses palmes. Pourquoi des palmes? Les palmes, c'est utile. Moi, je mettais des palmes quand je nageais. Mais c'est utile pourquoi? Si sur ton entraînement, j'ai vu, je pense que c'était... en tout cas, peu importe c'était qui. Mais c'était, OK, là, on met des palmes pour 2000 mètres en continu. OK. Pourquoi? Pourquoi mettre des palmes pendant 2000 mètres en continu? Pour aller plus vite? Pour faire que le 2000 mètres passe plus vite? Changer le mal de place? Mettre des palmes. Mettre des palmes, c'est ultra utile pour plusieurs affaires. C'est ultra utile pour simuler une vitesse de course. Si tu veux faire, par exemple, nous autres, on le faisait souvent là, quand je faisais du sprint. On faisait parfois un genre de 50 mètres avec palme où est-ce que tu veux faire race pace. Fait que tu vas à la vitesse que tu veux faire dans ta course en compétition, ce qui est une vitesse qui est impossible à aller chercher à part en compétition, mais tu veux quand même être capable de travailler à cette vitesse-là des fois. Donc, tu mets les palmes pour aller à cette vitesse-là pour que biomécaniquement, tes bras soient capables de suivre la vitesse à laquelle tu vas. Tu vas aller en compétition. Savoir combien de coups de bras par longueur, savoir des trucs ultra précis comme ça. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à améliorer ta position pour travailler à des efforts solides en gardant une position haute sur l'eau. Par exemple, les nageurs de papillon, c'était super important, les palmes pour eux autres, parce que faire du papillon, c'est tellement taxant que
en mettant des palmes, tu rends ça beaucoup plus facile. Puis ça permet de faire plus de distance au papillon, plus de technique, plus de toutes ces choses-là. Si tu mets des palmes, puis que quand tu mets tes palmes, tu fais qu'est-ce que je suis posé travailler avec mes palmes, que personne ne te l'a expliqué, que sur le tableau, ça fait pas beaucoup de sens, puis qu'on dirait que c'est juste fait pour faire de la distance de plus avec des palmes, ça te sert à rien, tes palmes. Parce que tu vas aller travailler ta position sur l'eau, mais tu ne vas pas réellement la travailler. Tu ne vas pas améliorer ta capacité à être dans cette position-là. Tu vas juste te mettre un boon pour être capable de, pendant cette période de temps-là, avoir les hanches hautes. La seconde, tu enlèves tes palmes, tu t'es pas amélioré. Tu n'as pas amélioré ta position. Tu sais juste c'est quoi avoir une position qui est plus haute, mais essentiellement, ça donne pas grand-chose. Le pull. Le pull, c'est une autre affaire. Le pull, pourquoi tu mets un pull? Pourquoi tu mets un pull? Si pour toi, mettre un pull, c'est juste parce que c'est plus facile, c'est pas la raison de mettre un pull. Un pull, oui, des fois, tu peux mettre le pull quand tu fais du easy, là, quand tu as un 200 relax à faire à la fin de l'entraînement, puis ça te tente de juste relaxer un peu. Mais le pull, c'est pas supposé être un aidant. Le pull, c'est supposé être fait pour, OK, là, on met de la fatigue musculaire sur les bras, on va targeter directement les bras, on travaille fort, on est en distance par traction, on appuie sur nos mains, on développe de la musculature, de la musculature générale sur les bras. Même chose pour les paddles. Fait que si tu sais pas pourquoi sur ton papier, c'est écrit quel équipement tu dois mettre quand. Si tu sais pas quoi travailler quand tu mets l'équipement, ben tu travailles dans le vide. Pas dans le vide, encore une fois, parce que, comme je disais au début, puis je vais pas le répéter encore une autre fois, là, mais n'importe qui que tu mets dans la piscine, tu dis nage, il va s'améliorer éventuellement. Là, je vous parle de maximiser votre amélioration. Et finalement, ben, connaître l'objectif des entraînements avant les entraînements, ça, c'est nécessaire. Moi, ça a été un gros déclic quand j'ai appris ça dans ma carrière de natation. Là, j'ai fait beaucoup d'apprentissage dans les dernières années de ma carrière, mais ça n'était un grand. C'est-à-dire qu'au début, quand j'étais plus jeune, je faisais ce qui était au tableau, puis je voyais pas la grande image, de big picture. Puis quand j'ai commencé à travailler plus en proximité avec un coach, quand j'ai changé d'entraîneur, ben là, on a compris que, OK, non, si je suis capable de comprendre, OK, cet entraînement-là, puis cet entraînement-là dans la piscine, ils ont des objectifs complètement différents, mais à chaque fois que je me pointais à la piscine, j'étais bien plus motivé, je savais qu'est-ce que je venais travailler, puis ça me faisait pas mal moins chier de voir ça. Non seulement entraînement dans la semaine, mais après ça, big picture dans l'année au complet, dans le plan d'entraînement, à la place d'à chaque fois faire bon, mais là, voici le papier, faisons le papier. Puis à chaque fois, les entraînements, ils se ressemblent sensiblement, tu comprends pas trop c'est quoi les objectifs. S'il y a un entraînement que tu sais que l'objectif, c'est de faire un easy swim, recovery swim, tu arrives là, puis qu'en plein milieu du recovery swim, tu fais hey, Chris, il me semble que là, je suis défoncé, mais tu vas savoir que tu mets trop d'intensité dans ton affaire. Tu vas savoir qu'en ce moment, tu es en train de dépasser ce qui était planifié ou ce que tu devais faire. Puis c'est pas parce que le coach il dit que c'est recovery swim qui va nécessairement écrire un entraînement qui est directement sur la cible d'être un recovery swim pour toi. Puis si toi, tu sais c'est quoi l'objectif de l'entraînement et que tu te rends compte qu'en ce moment, tu es en train de passer à côté de l'objectif, ben tu peux l'ajuster toi-même. Tu peux penser par toi-même, faire hey, là, c'est trop. Même chose inversement, c'est comme OK, là, on travaille de la vitesse moins 15 secondes que ton pace demi-Ironman. Ben, si à ce moment-là, tu es en train de te dire hey, là, c'est trop facile cet entraînement-là, je suis supposé travailler fort, ben, tu peux ajuster tes paces. Puis ça va être une bonne nouvelle rendue à ce moment-là. Donc, toujours connaître les raisons de pourquoi tu es en train de faire ce que tu fais. Maintenant, je sais qu'à travers tout ce que je viens de dire là, j'ai répondu quand même à beaucoup de questions que j'ai reçues, mais il y en a quelques-unes que j'ai reçues que je veux auxquelles je veux répondre. Donc, question du public. Est-ce que c'est utile de faire des easy swim? Puis une question sous-jacente à ça, c'est pourquoi est-ce qu'on voit moins de long training easy en natation? Ça, je pense que c'est une grave erreur.
d'éliminer la zone 1, comme on parlait tantôt en natation, c'est absolument nécessaire, selon moi, dans un build là, de triathlon, puis surtout dans un build de natation. Le ratio devrait être le même qu'en course à pied. T'sais, en course à pied, moi, je mets en ce moment 2 entraînements. 2 entraînements sur 5 où est-ce qu'il y a de l'intensité. En vélo, c'est à peu près la même chose dans ma planif. Puis en natation, étant donné que moi, je mets un petit peu moins l'emphase sur la natation parce que c'est quelque chose que j'ai déjà quand même sous contrôle, je mets 1 entraînement sur 3 qui est de l'intensité. Le ratio devrait être le même. Trop souvent, puis ça, non seulement c'est contre-productif de toujours frapper le même clou, toujours mettre des entraînements avec l'intensité, mais ça devient calissement plate. Puis quand tu commences à... puis ça, je sais que c'est un problème de beaucoup de gens qui se lancent dans le triathlon, qui commencent à nager, qui commencent à appréhender le training, c'est poche en tabarnak. Fait que quand t'es 3 trainings dans ta semaine, t'es appréhendes parce que tu sais que ça va être tough, tu sais qu'il y a de l'intensité, il y a quelque chose que tu fais de pas correct. C'est Lionel Sanders qui disait ça. Il disait, tu peux ne pas avoir hâte à certains trainings, mais commencer à appréhender tous les trainings, tu fais quelque chose qui marche pas, pantoute. Puis moi, je suis évidemment, de par les conversations du podcast, vous l'avez sûrement catché, moi, je suis un grand croyant que la grande majorité de ton entraînement devrait être faite à intensité basse. 80% de ton training devrait être fait à basse intensité et ça rentre en natation aussi. Puis ça revient au point que je disais que faut que tu deviennes un nageur avant de t'entraîner en natation. Il faut que tu sois capable de t'entraîner à t'entraîner. Puis si tu n'es pas capable de faire de la zone 1 en natation dans la piscine, ben toute ton énergie devrait être mise à être capable de faire de la zone 1 en piscine. Ça, c'est la chose principale. Une autre question, les bonnes techniques de respiration. Ça, c'est... Je veux pas donner trop de conseils ultra techniques parce que je vais peut-être vous dire quelque chose en ce moment, puis étant donné que j'aurai pas le feedback direct de vous voir, je pourrais pas corriger si jamais je dis quelque chose de complètement débile. Par exemple, si je vous dis ça c'est tel éducatif va vous permettre de respirer, c'est tellement pas de même que ça marche, puis je pense que je l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans le podcast. Mais essentiellement, si j'ai un truc à donner pour la respiration, parce que la respiration, c'est pas mal la chose la plus... ce qui est le plus grand gatekeeping en natation, là, où est-ce que quand tu commences à être capable de respirer comme du monde, sans paniquer, en étant relax, ça vient tout changer. Parce que là, tu es capable de commencer à enchaîner les distances, enchaîner les longueurs. Si tu arrives dans la piscine et tu es rarement capable de faire plus que 4 longueurs avant d'être complètement brûlé puis devoir reprendre ton souffle, ça sert tellement à rien de faire de l'intensité, ça sert tellement à rien de faire du kick puis de faire des cossins, de la godise, des affaires de même. Si t'es pas capable de respirer dans la piscine, ça, c'est le plus gros gatekeeping. Puis une fois que tu clutches cette affaire-là de respiration, ça ouvre les portes à, justement, être capable de s'entraîner à s'entraîner, comme je parle depuis tantôt. Le conseil que je peux donner pour la respiration, souvent, ça part d'un manque de rotation des épaules. Parce que là, je vais faire un exemple, là. Si tes épaules restent droites comme ça dans la piscine quand tu nages au crawl, pour respirer, il faut que tu te casses le cou de même sur le côté, puis tu risques d'avoir de l'eau dans la bouche. Tu risques de respirer une tasse d'eau, puis ça, c'est le pire feeling au monde. Même, des fois, ça nous arrive encore, même quand on est des bons nageurs, où est-ce que là, tu viens pour respirer, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui passe à côté de toi, puis là, il y a une vague qui te saute d'en face, puis tu respires une tasse d'eau. C'est jamais bon. Mais quand ça fait ça à toutes les respirations, c'est encore moins bon. Fait que souvent, c'est un manque de rotation des épaules. Parce que quand tu respires, essentiellement, la tête, c'est pas le cou qui tourne, c'est juste la tête qui suit les épaules comme ça. Fait que quand ton bras, il vient sortir comme ça, la tête, elle fait juste rester dans l'axe des épaules, puis elle re-rentre avec les épaules aussi.
Et au contraire, quand tu respires pas, donc admettons que tu respires à chaque 3 coups de bras, ben là, quand les épaules tournent comme ça, ben là, la tête, elle reste vers le fond de la piscine. Et quand vient le temps de respirer, hop, elle embarque dans l'autobus des épaules, puis elle se tourne, puis elle revient avec les épaules. Excusez-moi. Donc, la plupart du temps, le problème vient d'un manque de rotation des épaules. Puis, pour avoir une bonne rotation des épaules, il faut être capable d'être à plat sur l'eau, ce qui peut m'amener vers le prochain point qui était les jambes servent à quoi? En fait, ça ne m'amène pas nécessairement à ce point-là. Mais pour être capable d'avoir les hanches hautes, c'est important d'avoir le menton bas. Donc, on amène le menton le plus proche possible. Ben, vous allez avoir l'impression de coller votre menton sur la poitrine, mais essentiellement, votre tête va juste être droite. Et si vous descendez le menton, automatiquement, les hanches, elles, devrais-je dire, vont monter. Là, vous entendez peut-être un sifflement aigu. C'est la laveuse qui fait son spin final, donc drôle de timing. Mais on va continuer quand même parce que concentrez-vous sur ma voix. Donc, on descend le menton, les hanches vont monter et ensuite, on s'assure de rotationner les épaules. Les jambes, elles, pendant ce temps-là, on s'assure d'avoir un kick constant, mais les jambes, quand tu nages en zone 1, là, parce que les jambes, c'est un muscle, c'est un ensemble de muscles qui demandent tellement d'énergie que tu peux pas les avoir comme source de propulsion pendant une trop longue période. Moi, quand je nage en zone 1, justement, quand je suis relax dans mon warm-up, quoi que ce soit, les jambes, ils servent juste à rester au top de l'eau. Fait que mon kick, c'est juste un kick sporadique qui permet à mes jambes de rester à la surface. Par contre, quand vient le temps d'accélérer, là, les jambes deviennent une source de propulsion qui est extrêmement énergivore. Mais quand on est en zone 1 ou en zone 2, tout dépendant de votre système, les jambes, eux, ils servent à garder les hanches élevées. Ils servent à rester à la surface de l'eau. Donc, pour en revenir à la respiration, si vous êtes capable de garder le menton proche de la poitrine, les hanches hautes et le kick qui vient vous assurer tranquillement de garder vos pieds à la surface, vous pouvez vous concentrer sur avoir une bonne rotation des épaules et vous calmer, surtout vous calmer, et prendre le temps de respirer, expirer, inspirer, expirer. Et comme ça, vous allez, et ainsi, vous allez vous améliorer massivement. Et si c'est vraiment quelque chose qui vous empêche complètement, tu sais, si vous n'êtes pas capable de faire en ce moment 200 mètres continu, fait que 8 longueurs en continu sans être dans le rouge, c'est vraiment important de trouver un entraîneur avec qui vous allez faire 3 ou 4 sessions qui va être capable de vous pointer pourquoi ça ou ça, ça ne fonctionne pas. Un entraîneur de natation optimalement. Et finalement, une question que j'ai eue pour la natation en eau libre. La natation en eau libre, je vous invite à aller écouter je pense que c'était le premier podcast Tupica que j'ai fait avec Xavier Desharnais qui a gagné 2 fois la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. On parle un petit peu de comment respirer en eau libre. C'est quoi qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut regarder en avant tout le temps? Est-ce qu'il faut trouver un rythme constant? Allez écouter ce podcast-là. On en parle vraiment plus en profondeur. Mais rapidement, comme ça, quand tu deviens un nageur plus habile dans l'eau, tu es plus capable d'avoir un sens de la direction dans laquelle tu t'en vas. Si tu es capable de faire du papillon, du dos, de la brasse, du crawl, si tu es à l'aise dans l'eau, à l'aise dans l'espace spatio-temporel dans lequel tu es, ben tu vas moins avoir besoin de regarder où est-ce que tu t'en vas. Puis, faire la respiration en eau libre pour regarder en avant, c'est tellement difficile, ça demande tellement d'énergie. Alors que si tu es capable de juste garder ton style, tac, 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 tu respires des côtés, et de temps en temps, tu vas respirer en haut pour voir vers où tu t'en vas, mais que tu es assez confiant dans ta capacité de nager en ligne droite parce que tu es à l'aise dans l'eau, parce que tu sais comment te diriger, ben tu respires en avant peut-être une fois sur chaque 5 respirations, mettons, peut-être un petit peu plus là, si ça brasse ou s'il y a beaucoup de monde, puis aussi tu as mal vu la bouée, par exemple.
Puis ça, c'est un autre point aussi que Xavier mentionne, c'est quand tu respires en avant, assure-toi de voir la bouée. Parce que si tu respires en avant puis que finalement tu vois pas vers où tu vas, puis là tu rentres dans l'eau, tu viens de perdre beaucoup d'énergie à juste regarder en avant pour rien pantoute. Fait qu'assure-toi de prendre le temps de regarder, quitte à ralentir un petit peu tes fréquences, quitte à t'arrêter sur le top comme ça, avec tes appuis dans la piscine, spotter vraiment vers où tu t'en vas, re-rentrer la tête dans l'eau et t'assurer de continuer à nager en ligne droite. Évidemment, le moins tu respires en regardant par en avant, le mieux c'est, parce que ça demande bien trop d'énergie, puis souvent c'est ça qui fait que là tu te mets à paniquer, puis tu perds ton bon feeling de natation. Finalement, parlant de feeling, la question qui est revenue aussi souvent, c'était c'est quoi le feeling en natation? Extrêmement difficile à décrire, là. Extrêmement difficile à décrire. Je sais que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup, la natation c'est une question de feeling. Mais quand vous allez être capable de faire un 200 mètres 4 nages, fait que 2 longueurs pape, 2 longueurs dos, 2 longueurs brasse, 2 longueurs crawl, je pense que vous allez catcher c'est quoi le feeling. Quand vous allez devenir un nageur, en fait. Puis moi, c'est peut-être le message que je veux lancer le plus pendant ce podcast-là, c'est que soyez nageur avant de vous entraîner à la natation. Entraînez-vous à devenir un nageur. Puis c'est pas si long que ça. Honnêtement, c'est pas si long que ça. Ça peut paraître insurmontable de faire « Hey là, genre, je comprends même pas c'est quoi feeling. PH vient de parler pendant 1 heure, il a dit plein d'affaires que j'ai pas compris. J'ai l'impression que je fais tout croche. » Non. C'est pas sorcier, là. C'est pas sorcier. Trouvez-vous quelqu'un qui va vous regarder votre style. Trouvez-vous quelqu'un qui va être un coach. Il y a plein de nageurs qui sont... soit au secondaire ou au cégep, qui sont en sport-études, qui, je suis sûr, veulent donner des cours individuels. Je suis sûr qu'il y a ça dans une piscine proche de chez vous. Peu importe la piscine où est-ce que vous allez, là, d'habitude, il y a un babillard avec des petits numéros. Là. Trouvez-vous un coach, un nageur qui a déjà nagé, qui peut regarder votre natation. Puis je vous le dis, ça prend vraiment pas tant de temps que ça. Puis la bonne nouvelle, c'est que les gains à faire versus l'effort que vous allez mettre sont énormes. Pour en revenir à ce que je disais tantôt, de bénéficier de la technique au-delà de l'effort, c'est tellement le fun d'aller à la piscine en sachant que vous n'allez pas avoir besoin de mettre un effort. Là. Moi, faire des easy swim, là, aller à la piscine en sachant que je vais juste nager, travailler ma technique, travailler de la zone 2, il n'y a pas de meilleur feeling au monde. C'est ce que j'aime le plus. Puis souvent, les gens ne se rendent pas là. Puis c'est pour ça qu'ils détestent la natation. C'est pour ça que ça devient le sport qu'ils aiment le moins. C'est parce qu'ils ne se donnent pas la peine d'être capable de le faire relax. Puis une fois que vous tombez dans ça, ben c'est le meilleur feeling. J'espère que ça fait le tour. J'espère que ça fait le tour. Puis écrivez-moi en commentaire si vous avez aimé ça, si ça vous a été utile. Puis je vous souhaite vraiment de maximiser le temps que vous mettez dans ça, parce que c'est un sport qui est magnifique, c'est un sport qui est complet, c'est un sport qui est sans impact, c'est un sport qui travaille tout en même temps, c'est un sport magique, puis je vous souhaite d'atteindre vos objectifs. Fait que merci beaucoup.